Quelles leçons ont tirées? En tout cas, les chefs du Pentagone se sont engagés à tirer des leçons de cette guerre. Ces derniers ont reconnu ressentir la douleur et la colère après avoir remis le pays aux mains des talibans. Dans son dernier discours, le président américain Joe Biden a précisé que son pays avait deux objectifs, celui de respecter l'accord de l'administration Trump ou continuer la guerre. Et pour lui, il était temps donc de terminer cette guerre, assurant qu'il a pris la bonne décision. Il a lancé un avertissement à l'organisation terroriste Al-Qaïda. Et puis en second terme, on parlera des armées africaines. Égypte, Algérie, Afrique du Sud, Nigeria, Maroc sont dans l'ordre des puissances militaires les plus importantes du côté de l'Afrique selon donc les rapports des différentes institutions, des rapports qui viennent justement de paraître. Mais au constat, l'Afrique n'arrive pas à assurer sa propre sécurité. Ses armées semblent impuissantes face aux différentes attaques. Alors pourquoi? C'est une autre interrogation. Que manque-t-il donc aux armées africaines entre terrorisme, groupe armé, putsch militaire? Comment comprendre que les armées africaines sont impuissantes face à ces différents mots? Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver. Vous regardez Géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci d'être présents une fois de plus. Rapidement, ceux qui sont avec moi et qui vont commenter l'actualité, on a donc Gamal Abina qui est avec nous ce jour. Bonjour à vous, bienvenue. Manuela, merci encore. Merci. Luc Michel aussi est avec nous. Bonjour à vous, Luc Michel. Bonjour à vous, Manuela, et bonjour à mes collègues et à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour, bienvenue. Fabrice Beyor, bonjour. Bonjour, Manuela. Merci. Et enfin, Sébastien Périmoni, bonjour. Merci d'être là. Madame Siquet, bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous suivent depuis la France, où je suis dans le Nord, à Lille actuellement. D'accord, merci à vous, cher monsieur. On rappelle que la seconde partie de notre émission sera consacrée à l'analyse de certaines actualités dans le monde. Et pour ce faire, Gamal Abina, avec vous, on parlera du conflit dans le Tigre. On essaiera de comprendre le rôle trouble des États-Unis de ce côté-là. Et puis avec Luc Michel, on parlera du nucléaire, le guide suprême iranien, qui reproche à Joe Biden d'avoir les mêmes méthodes que son prédécesseur Donald Trump. Avec vous, Fabrice Beyor, on parlera de la Russie, du moins comment est-ce que la Russie s'est imposée comme le principal fournisseur d'armes du côté de l'Afrique. Et enfin avec vous, Sébastien Périmoni, on ira du côté de Mali, comment comprendre les menaces des sanctions des Nations Unies contre le président Assimi Goïta. Et voilà, donc avant on va aborder la principale thématique de cette journée, ou du moins de ce programme. On parle bien sûr de l'Afghanistan, actualité oblige. Je vais commencer par vous, Sébastien Périmoni, peut-être pour commencer cette analyse. On sait que pour le président Joe Biden, le président américain, c'était donc le départ ou l'escalade, en tout cas si on s'en tient à ses propos lors de son dernier discours. Il parle de départ ou alors d'escalade précisément, précisant également que cette décision sur l'Afghanistan ne concerne pas seulement justement l'Afghanistan, mais il s'agit aussi de mettre un terme à une ère d'opération militaire majeure afin de redresser d'autres pays. Donc pour lui, ce n'est pas seulement, cette affaire ne concerne pas seulement l'Afghanistan, il s'agit également de considérer qu'elle pourrait avoir un impact sur d'autres pays. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui vient de se passer en Afghanistan est un tournant majeur dans l'histoire et en particulier dans la politique et la géopolitique internationale américaine. Et il y a quelque chose qui est très très peu analysé en fait dans ce qui vient de se passer en Afghanistan. C'est évidemment le fait que Biden a décidé de poursuivre la politique de Trump, qui avait annoncé officiellement de vouloir mettre fin à ce qu'ils appelaient les permanent wars, les guerres sans fin, les guerres permanentes.
et qu'on s'attendait malheureusement à ce que Biden revienne sur la décision de Trump, mais il a décidé de continuer. Et ce qui est très intéressant, je trouve, même s'il ne faut faire aucune confiance à Joe Biden, je pense que c'est très intéressant d'analyser la réaction des Britanniques. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais vous avez une levée de bouclier à la City de Londres, au MI6, dans tous les réseaux de l'Empire anglais, et en particulier le lieutenant, je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations de Richard Kemp, donc qui est la personne qui dirigeait les opérations britanniques en Afghanistan, qui lui a appelé à traduire Joe Biden devant une cour martiale. Donc on voit bien que là, il y a un différent, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cet empire anglo-américain qui était là depuis des années. Vous avez également le chef du Pentagone, le chef d'état-major Mac Riley, qui est du côté américain, qui lui s'est ouvertement mis du côté des Britanniques et a accusé justement Biden de ne pas prolonger ces guerres. Et il a dit la capacité de Boris Johnson à influencer Biden a été moindre que celle du chien du président. Donc, vous voyez que là, on est au cœur de la géopolitique internationale qui dure depuis des années. Et je pense que le plus intéressant, ça a été la réaction de Tony Blair. Vous savez, Tony Blair, c'est l'agent britannique par excellence. Il fait partie du conseil privé de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Il dirige le conseil international de la banque JP Morgan avec Condoleezza Rice, avec tous les néocons qui étaient autour de Bush. Et il a qualifié cette décision de Biden d'imbécile. Et également, il a appelé justement à continuer ces guerres permanentes. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce système géopolitique anglo-américain qui a été mené. Et je pense c'est intéressant de voir que ça rend très très nerveux ce qu'on appelle aujourd'hui le Global Britain, puisque évidemment, comme le disait déjà Churchill en son temps, British Brain, American Muscle, c'est-à-dire que le cerveau est britannique, le cœur du système financier est britannique et le muscle est américain, les cow-boys qu'on envoie faire la guerre. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de changer dans cette géopolitique internationale par justement ce qui vient de se passer en Afghanistan. Donc voilà une première chose qui est intéressante à regarder d'un peu plus près, parce que Tony Blair, faut bien voir, moi c'est pour ça que dès que j'entends qu'un pays africain reçoit Tony Blair ou rejoint le Commonwealth, je me dis voilà, c'est complètement fou. Et donc on voit bien que là il y a un point tournant dans la réorganisation du monde qui va se passer autour de l'Afghanistan, et c'est donc une grande opportunité pour que la région puisse enfin se développer et sortir de ces 20 ans, 40 ans de guerre qu'elle a connue. Périmoni, Fabrice Béor. Alors, comment comprendre justement ces différentes positions qu'adoptent les autres puissances? Sébastien Périmoni a parlé justement de la puissance entre autres britannique. Alors que beaucoup, selon certains analystes, les Américains sont à la base, sont également le problème de l'Afghanistan, et demander, si on s'en tient aux dernières revendications il y a de cela quelques années, on demandait à l'armée américaine de débarrasser le plancher du côté de l'Afghanistan. Alors aujourd'hui que c'est fait, pourquoi est-ce que les voix aujourd'hui se lèvent contre les États-Unis? Il faut prendre d'un point de vue global ce qu'est l'impérialisme américain. Ils ont des priorités. Souvent, on confond d'ailleurs ce que font les Américains avec les alliances et leurs partenaires, mais ce qui importe aux États-Unis, c'est l'intérêt des États-Unis. Et dans le cas précis, il a souvent été indiqué, et qui plus est dans le développement de la crise économique mondiale, que ils ont des priorités. Et leur priorité, qui a commencé sous Trump d'ailleurs et qui continue aujourd'hui par Biden, c'est de se reconcentrer sur ce qu'ils considèrent comme l'essentiel. À savoir, ils se replient sur leur meilleure des colonies, c'est l'Europe principalement, et sur leurs partenaires asiatiques en ce qui concerne principalement d'ailleurs le Japon. Et c'est leur objectif, ça a toujours été indiqué, puisqu'ils remettent effectivement la Chine comme un des ennemis principaux. Certains disent que
Biden essayerait de faire ami-ami aux neutralités avec Moscou pour avoir les mains libres, voire même un allié contre la Chine, mais c'est faire fi de la réalité géopolitique et du logiciel qui fait fonctionner l'idéologie néoconservateur et leur vision justement géopolitique du monde, à savoir que qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde, et le cœur de l'Eurasie, c'est pas la Chine d'un point de vue géographique, d'un point de vue géostratégique, c'est bien la Russie. Donc nous avons cette situation où ils se reconcentrent et sans, comme toujours avec les Américains, sans concertation avec leurs alliés qu'ils considèrent comme pas grand-chose. Et donc évidemment, on a des réactions un peu d'ego mal, on va dire, mal calibrées, et des intérêts effectivement qui peuvent pour certains pays diverger, mais l'Angleterre n'a pas le choix de la politique que les États-Unis imposent. La France n'a pas le choix de la politique que les États-Unis imposent, et l'OTAN n'est que l'outil de contrôle politico-militaire des États-Unis sur l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faudrait indiquer. Les États-Unis s'en vont, mais leur plan B, peut-être qu'il fonctionnera. Leur plan B, toujours, évidemment, c'est de créer des zones de déstabilisation, voire des cellules cancéreuses qui pourraient s'étendre, et en particulier à l'Asie centrale, pour gêner et la Russie et la Chine, évidemment, dans ce secteur. Pour autant, ils ont choisi le moindre mal, selon eux, à savoir se reconcentrer, je terminerai là-dessus, se reconcentrer sur leur bloc qu'ils contrôlent, leur bloc dit occidental, le Japon étant un pays occidental, et voilà pourquoi ils se retirent, et tout ça lié, bien évidemment, à la crise, je dirais économique, mais surtout monétaire et financière qui s'annonce, qui peut arriver de n'importe où, même de la Chine d'ailleurs, mais dont les États-Unis en subiront également les effets. Et pour ça, ils se préparent, ils se refont des forces, parce que il ne faut pas oublier une chose: les États-Unis sont le seul pays au monde pour qui la guerre est bénéfique. Toutes les guerres qu'ils ont menées ont toujours été bénéfiques d'un point de vue financier, d'un point de vue territorial et d'un point de vue d'influence. Donc ils n'ont pas peur de la guerre. Ils en parlent d'ailleurs dans les conférences des écoles militaires. Ils parlent bien de la Troisième Guerre mondiale, c'est extrêmement clair. Et ce pourquoi il faut il faut penser à leur place. Comme ils le pensent. Et ils pensent dans cet ordre-là que pour la future guerre qui arrive, il faut se reconcentrer sur les fronts principaux et laisser les fronts secondaires, si tant est que ceci était important pour eux. Mais à nouvelle période, à nouvelle confrontation géopolitique, nouvelle réorganisation, ce pourquoi vous voyez aujourd'hui les États-Unis, en ce qui concerne par exemple le territoire européen, se concentrer sur le groupe de Visegrad, qui est en fait les pays d'Europe centrale, et qui ont un élément essentiel pour eux, à savoir qu'ils sont extrêmement anti-russes, ce qui prouve que la Russie est toujours un des ennemis, effectivement, des États-Unis, et la Chine également, puisqu'on voit aujourd'hui les États-Unis se favoriser la remilitarisation du Japon. Donc c'est dans cet ordre général. L'Afghanistan était le prétexte pour envahir l'Irak, et ils avaient dans l'idée tout de suite après la Syrie. Et aujourd'hui, ça leur coûte un peu trop cher, leur opinion publique n'est plus prête, et ils préfèrent concentrer hommes et argent dans d'autres fronts plus importants pour eux, pour les futures guerres qu'ils préparent, puisque leur plan, généralement, est sur 50 voire 100 ans. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles et des vues à court terme. Donc ce que disent les 10 alliés européens, c'est pas vraiment important pour Washington et le Pentagone. D'ailleurs, Luc Michel, je poursuis avec vous. Le président américain Joe Biden a déclaré que le monde a changé et la stratégie américaine également doit changer. Il y a donc de nouveaux défis pour lui qui relèvent de la compétitivité américaine dans le monde. Il a cité cette compétitivité justement face à la Chine et la Russie, comme l'ont relevé les autres copanélistes. Alors, doit-on penser justement que la nouvelle politique étrangère ou militaire américaine avec Joe Biden est donc sur la voie? Est-ce qu'il y a une nouvelle politique justement si on s'en tient aussi aux précédentes analyses? La réaction des Britanniques, c'est un bouton de fièvre sur l'impérialisme américain. Dans l'impérialisme anglo-saxon, c'est Washington qui commande. L'Angleterre, c'est une puissance sur le déclin
Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques avaient comme emblème le pitbull. Aujourd'hui, l'Angleterre, c'est le pitbull de Washington. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont été toujours divisés dans deux options. L'option militaire dure, qui était celle des républicains et des néoconservateurs, et l'option qui est celle d'employer d'autres moyens, notamment la guerre économique et les révolutions de couleur, qui était celle des présidents démocrates. Je ne crois donc pas qu'il y ait un changement de la politique américaine qui reste impérialiste, mais ce qui est clair, Fabrice l'a bien dit, c'est qu'on prend maintenant des positions en prévision de la prochaine Troisième Guerre mondiale. Et dans ces positions, l'impérialisme américain a donc des priorités qui ne sont plus les priorités des 30 dernières années. Il y a 3 leçons à tirer de l'Afghanistan. La première, c'est que les Américains ne sont pas des alliés fiables. Quand ils s'emparent d'un pays, quand ils s'allient à un pays, lorsque le citron n'a plus de jus, lorsque le citron est pressé, on le jette dans les poubelles de la géopolitique. Les collabos en Afghanistan ont été lâchés, comme ils ont été dans d'autres pays. Et c'est une leçon pour tous ceux qui croient à l'alliance américaine, en particulier pour le Maroc en Afrique. Deuxièmement, il faut savoir quelque chose, c'est qu'à la fin de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique a implosé, George Bush père a proclamé le nouvel ordre mondial. L'Amérique, à ce moment-là, a prétendu être la civilisation, la démocratie, le modèle économique qui allait se répandre sur la planète. Un idéologue qui s'appelait Fukuyama a proclamé la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'était la fin de l'histoire? C'était le modèle américain qui s'imposait au monde. Ils ont mené 30 ans de guerre pour imposer cette fin de l'histoire. En 2002, le chef de file des néoconservateurs, Bill Kristol, a publié un livre. C'était Notre chemin commence à Bagdad. Il aurait pu dire Notre chemin commence à Kaboul. Aujourd'hui, en 2021, c'est l'échec de ce nouvel ordre mondial. Le président Poutine vient d'ailleurs de le diagnostiquer il y a quelques jours en disant que les Américains avaient prétendu civiliser l'Afghanistan et qu'ils avaient échoué comme partout. Il faut retenir donc cet échec, mais il faut surtout savoir le coût humain de ces interventions militaires, de ces guerres pour civiliser et démocratiser, entre guillemets, le monde. Il y a eu cette semaine une étude qui a été publiée aux États-Unis par la Middle East Review. Ils évaluent à 1 million de morts le bilan des guerres américaines. L'année précédente, il y avait eu la sortie du livre, le livre noir de la globalisation, où il y a la globalisation aux guerres américaines, justement, dont elles sont le volet économique. Ils estimaient ces morts, eux, à 600 000 morts. 600 000 morts à 1 million. C'est un coût humain démesuré pour imposer les ambitions et les volontés génomiques des États-Unis. La dernière chose qu'il faut savoir, et là je suis d'accord avec Sébastien, c'est-à-dire qu'il y a justement une nouvelle ère qui intervient, c'est la fin de l'ère de l'unitarisme américain. Il y a eu une réunion cette semaine entre les ministres des Affaires étrangères chinois et iraniens. Il y a eu les analyses de Poutine quelques jours avant. Tous annoncent la fin de l'unilatéralisme. L'unilatéralisme américain imposé par la force, il a échoué. C'est cela qu'on doit retenir. Merci à vous, Luc Michel. Gamal Abina, je poursuis avec vous sur cette question. Joe Biden, dans son discours, est revenu sur l'engagement militaire des États-Unis du côté de l'Afghanistan. Il a parlé de 300 millions de dollars dépensés par jour de ce côté-là. C'est vrai que la question de l'engagement militaire américain interroge parce que si on s'en tient à quelques chiffres, on sait que côté taliban, on compte à peu près 75 000, du moins 70 000 talibans en face. On a du côté des États-Unis, on a tout un arsenal. On parle, entre autres, si on s'en tient aux sources, de 5 000 têtes nucléaires, 6 000 chars, des avions de combat, entre autres. Mais on enregistre tout de même un échec. D'où l'interrogation sur cet engagement militaire du côté de l'Afghanistan qui s'est soldé malheureusement par cet échec. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir dans l'histoire. D'abord, Biden, qui prétendait faire une politique différente de Trump, est en train d'appliquer à la lettre la politique trumpiste. Je traduis.
Trump disait America First. Ça signifie qu'il voulait recentrer toutes les énergies américaines sur l'Amérique parce que le pays était en dérive économique et qu'il fallait faire la guerre à son concurrent principal qui était évidemment la Chine. Donc Trump avait l'intention de retirer ses troupes du Moyen-Orient, d'Afghanistan. Ça, c'est le programme de Trump qui est appliqué par M. Biden. M. Biden, qui logiquement dans son parti politique est plutôt un parti de va-t-en-guerre, a décidé de revoir sa copie de va-t-en-guerre pour ressaisir ses forces et faire de la guerre par destination. Ces fameuses guerres téléguidées qu'on voyait pendant la guerre froide. Donc on est en train d'assister à un redéploiement d'une stratégie de guerre froide qui dit non à Brzezinski, qui dit plutôt le retour de ce que disaient à l'époque pas les néoconservateurs, mais ceux qui précédaient les néoconservateurs américains sur les stratégies de guerre froide par destination. On arme des gens qui travaillent pour vous. Donc le redéploiement des forces américaines est un redéploiement qui a deux aspects. Le premier, c'est un aspect purement économique. Ils sont en difficulté, ça coûte cher, même s'il y a un budget de 700 milliards pour l'armée américaine de budget annuel qui est considérable. C'est le plus grand budget de la Terre. Il vaut quasiment le budget des deux plus grandes puissances ennemies que sont la Chine et la Russie. Et il y a l'autre aspect qui est l'aspect politique. Les États-Unis, pour la troisième fois, ont essuyé une défaite militaire face à une armée qui n'est pas une armée, mais qui est un mouvement de résistance asymétrique. Donc c'est un mouvement de guérilla que sont les talibans. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est effectivement que les États-Unis ont revu leur copie, qu'ils vont se réallier, ils vont reprendre comme alliés historiques les talibans, puisqu'ils sont en difficulté, qu'ils vont commencer à les rendre sympathiques aux yeux de l'opinion publique en mettant un monstre beaucoup plus dangereux qui est plus Al-Qaïda aujourd'hui, mais qui est plutôt Daesh. Donc il y a un Daesh en Afghanistan, il n'existait pas, il existe aujourd'hui. Donc Daesh tue 70 personnes à l'aéroport, les talibans font figure de victimes, les talibans font figure d'alliés potentiels, on va les accepter, on va les utiliser. Mais surtout, et c'est le plus important en termes de redéploiement, effectivement, il faut se rappeler que les États-Unis, lorsqu'ils occupent un territoire, on voit avec le Japon, ça fait plus de 75 ans d'occupation, on le voit avec l'Allemagne, ils n'ont toujours pas retiré leurs troupes, on le voit dans tous les territoires qu'ils ont conquis par la force en général, en ayant détruit totalement le territoire. Les Allemands ont été détruits à 90%, les Japonais ont pris 2 bombes atomiques avec un territoire entièrement en cendres. En général, quand ils écrasent totalement le territoire, ils emportent la mise et ils gardent des forces d'occupation permanentes. Les rares fois où ils ont été mis dehors, c'est par la force. On le voit en Afghanistan aujourd'hui. On l'a vu en Libye quand il y a eu un rapport de force, quand Kadhafi est arrivé au pouvoir, il a demandé à partir et c'était une négociation ardue. Et au Vietnam, ils ont perdu. Il y a quand même eu 3 millions de Vietnamiens tués. Il faut oublier que le prix à payer pour les populations civiles est considérable. Donc, lorsque les Américains partent d'un territoire, c'est souvent, ils ont fait une politique de table rase, il ne reste plus rien. Ils font des millions de morts ou des milliers de morts, mais surtout, ils le font parce qu'ils n'ont pas le moyen de tenir une guerre parce que ça dure trop longtemps. L'Afghanistan, ça fait quand même 20 ans qu'ils s'épuisent tous les jours à sortir des sommes faramineuses d'argent pour faire une guerre qu'ils ne gagneront pas. Pourquoi? Parce que l'Afghanistan, fondamentalement, on peut parler de termes fondamentaux, n'a jamais perdu la guerre dans les provinces. C'est-à-dire que les talibans étaient présents partout sur le territoire, sauf à Kaboul, évidemment, et dans les grandes villes. Les provinces étaient acquises aux talibans. Et ce qui se passe, c'est que, indépendamment du fait qu'ils avaient une grande assise politique, de l'autre côté, on avait des Américains qui étaient vus comme des envahisseurs, quoi qu'ils en disent, qui étaient soi-disant des soutiens des Freedom Fighters des années 80 contre les Russes, enfin 70, plutôt des années 70, fin 70 début 80, et qui sont devenus après des envahisseurs. Donc les Pashtuns, qui sont les ethnies les plus importantes, ont résisté à tous les envahisseurs, dont les Américains. Donc la défaite est consommée aujourd'hui. Le redéploiement des forces est en train de s'opérer. Et ce qui est à craindre en réalité, c'est pas tellement qu'ils cherchent la pagaille dans le Caucase. On a bien compris que le but c'était de casser les pieds aux Russes et aux Chinois. Ce qui est à craindre, c'est que les pays en Afrique, par exemple, subissent le redéploiement américain. On va en parler tout à l'heure. Ce qui est à craindre, c'est que l'Amérique du Sud, ça a déjà commencé sous Trump, l'Amérique du Sud redevienne la base arrière, la cour arrière des Américains qui vont faire tomber des pouvoirs qui sont plutôt de gauche au profit de dictatures quasi militaires de droite. Ce qui est à craindre, c'est évidemment le retour de la mainmise américaine en Europe, qui sera plus forte que jamais. Et puis ce qui est à craindre simplement, c'est que, ils s'imaginent pas ça, mais qu'on ait un bloc multipolaire avec un front russe et chinois d'un côté et un front américain de l'autre qui se reconstituent et que retombe exactement dans le scénario de la guerre froide qu'on a connu. Et on en prend largement le chemin, je ne vous le cache pas. Donc c'est ça qu'il faut craindre aujourd'hui des États-Unis. Merci à vous, Gamal Abina. On va faire un autre dernier tour concernant cette question. Précisément, on s'intéresse, du moins, on répond à la question principale, quelles leçons après l'échec des Américains du côté de l'Afghanistan. En quelques minutes, je refais le tour. Sébastien Périmoni. Oui, il y a quelque chose que je voulais mentionner qui part du réel, en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez le porte-parole des talibans qui s'appelle Zabiullah Mujahid, si je prononce bien, excusez-moi, qui a donné un interview dans la Repubblica, donc le grand journal italien,
et dans lequel il a dit quelque chose, à mon avis, qui est aussi un des facteurs de cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, cette ère multipolaire dont parlait Monsieur Michel. Et dans cette interview de La Repubblica, il dit quelque chose qui a été repris d'ailleurs dans les autres journaux internationaux. Il dit quelque chose de très important. Il dit, la Chine, je vous le lis, hein, la Chine est notre principal partenaire et représente pour nous une opportunité extraordinaire car elle est prête à investir et reconstruire notre pays. Nous attachons une grande importance à l'initiative Une ceinture, une route, qui va faire revivre les routes de la soie, et après il continue sur les mines de cuivre, la reconstruction, les projets, etc. Et je pense que ça, c'est très important, et c'est ce que craint beaucoup, en fait, je dirais, cet empire anglo-américain, c'est le développement réel de ces pays. Parce que plus les pays vont se développer, moins ce sera facile de les déstabiliser, justement par la misère, créer des groupes, des mercenaires, des fondamentalistes, enfin, de manipuler finalement les gens dans un pays qui serait en reconstruction. Et ce qui est très important de voir, que ça touche aussi à quelque chose d'important, c'est que on vient de m'envoyer ce matin même un article de ce torchon qu'on appelle le journal Le Monde, voilà, qui est un grand journal français. Et donc, dans ce journal, c'est un article qui s'appelle les think tanks chinois au service de Xi Jinping. Et donc, voilà, et dans cet article, bon, vous savez qu'il y avait déjà eu ce livre qui attaque Afrique Média, qui attaque Monsieur Michel, qui attaque l'institut pour lequel je travaille, l'Institut Schiller. Et dans ce journal Le Monde, il rementionne notre institut, donc l'Institut Schiller, fondé par Madame Larouche, qui dénonce les institutions financières internationales et propose de créer un pont terrestre eurasien, c'est-à-dire le développement de toute la région. Et après, ils disent voilà que on lutte contre la désinformation, ce qu'on parlait tout à l'heure autour d'une think tank, etc. Donc même si ce torchon qu'est Le Monde est en train de nous attaquer personnellement en disant ces gens-là, il faut surtout pas les écouter, c'est que là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer parce que sinon, ils parlent jamais de nous. Et c'est ce livre qui est sorti aussi contre Afrique Média. Donc, on voit tous ces réseaux néoconservateurs qui sont en train d'être totalement déstabilisés. Moi, je pense que l'Empire, en effet, il a plus qu'un genou à terre, mais ça va être à nous de le faire tomber une bonne fois pour toutes et pour toujours. Donc, je pense que cette question de la déclaration du porte-parole des talibans sur l'initiative Une ceinture, une route, est quelque chose à suivre de très près également. Fabrice Beyor, pour vous, quelles leçons tirer après cet échec militaire du côté de l'Afghanistan, bien sûr, des États-Unis? La première qui a été indiquée par Luc Michel, à savoir qu'il ne faut pas faire confiance aux États-Unis. Leur partenariat est toujours à sens unique. C'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. Il n'y a pas d'accord gagnant-gagnant. Même s'il y a toujours dans les rapports, effectivement, à différents degrés, mais aux États-Unis, il n'y en a qu'un seul, c'est l'intérêt unique des États-Unis. Premier, donc pour nos amis ukrainiens, il ferait mieux d'y réfléchir. Et puis l'autre élément qui a été également indiqué, à savoir que le redéploiement américain est signification de nouvelles guerres par proxy ou de renforcement des fronts essentiel de confrontation géopolitique en Europe et également donc en Asie dite du Sud-Est. C'est cela vers lequel on s'annonce, et lorsque en plus aujourd'hui nous sommes dans une situation où tout le monde n'a qu'une question, c'est quand la crise boursière va arriver pour débouler sur une crise monétaire et tout ce qui s'ensuit. On voit très bien que nous sommes dans une situation effectivement de tectonique des plaques géopolitiques qui recherchent un nouvel équilibre, mais nous sommes dans une période effectivement de nouvelle instabilité et qui peut repartir sur des confrontations militaires qui ne seront pas des confrontations militaires comme on les a vues auparavant, puisque l'arme nucléaire, ça calme énormément de personnes. Pour autant, les guerres justement de la guerre froide se font aujourd'hui de plus en plus. On entend les tambours, puisqu'on voit très bien ce que font la France-Afrique et le néocolonialisme américain en Afrique, où ils essayent effectivement de faire perdurer les guerres pour se donner l'accès, on va dire,
aux ressources, ou continue à avoir l'accès aux ressources africaines, toujours dans le cadre des rapports de domination précédents. Donc nous sommes dans une situation de déstabilisation, mais en même temps, la perspective, c'est une reconfiguration mondiale des blocs géopolitiques, mais on est bien effectivement dans une nouvelle guerre froide. Elle n'a jamais été d'ailleurs stoppée. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, les blocs, tout du moins un des blocs est différent. Le bloc occidental est toujours le même, mais le bloc dit de l'Est, aujourd'hui, qui est un bloc eurasiatique, avec Moscou, Pékin et également Téhéran, qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui fait face à ce monde. Et je pense qu'elle a, même si effectivement elle a des défis face à cette puissance américaine qu'il ne faut pas sous-estimer, pour autant, je crois que la dite communauté internationale aujourd'hui ne se trouve pas à Washington, ni à Paris, ni à Londres, mais bel et bien à Pékin, Moscou, Téhéran et également en Afrique qui lutte pour son indépendance vis-à-vis de la France-Afrique et de la politique néocoloniale américaine. Luc Michel, pour vous, que nous apprend l'histoire de l'Afghanistan? Quelles leçons en tirer? L'Afghanistan, c'est secondaire, je vous l'ai dit. C'est pas l'important. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains se sont retirés en amenant les talibans au pouvoir et en laissant une bombe géopolitique. On est entré dans la guerre froide 3.0. Qu'est-ce qui la caractérise? C'est l'ère où les Américains ont vu s'opposer la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, elle a été inventée par l'Iran au Liban en 2006. Elle a été reprise par les Russes en Ukraine à partir de 2013. Les Américains ont compris qu'aujourd'hui, la guerre, elle n'opposait plus des États et des armées conventionnelles, mais des réseaux, ce qu'ils appellent des acteurs, des entrepreneurs d'influence ou des entrepreneurs géopolitiques indépendants. Et les Américains sont en train d'imaginer une réponse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche, la patronne, ce n'est pas Joe Biden, c'est Kamala Harris. Joe Biden, c'est un vieux monsieur qui est aux marges de la sénilité. Il y a encore quelques jours, il s'est endormi en public devant la réception d'un ambassadeur. Mais la patronne, c'est Kamala Harris. Qui c'est Kamala Harris? C'est la proche associée de George Soros. Elle est une amie d'Alexander Soros, son fils, à qui, lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle a évité des poursuites pénales pour fraude fiscale. C'est elle qui dirige cela. Les Américains ont chargé les réseaux de Soros, notamment, de mener la contre-attaque dans la guerre asymétrique. Les gens qui attaquent Afrique Media, qui attaquent l'Institut Schiller, qui m'attaquent moi-même principalement d'ailleurs, puisque je suis la cible centrale de ces campagnes, ce sont les réseaux de George Soros. Ce sont toutes ces ONG bidons. Ce sont tous ces universitaires bidons qui sont financés par l'Open Society Foundation. Le rapport du Pentagone, par exemple, où on m'attaque directement, il est financé par le Pentagone, le service secret de la marine. Mais la chercheuse principale, elle s'appelle Marlène Laruelle. C'est une Française. Elle est financée par l'Open Society Foundation. C'est cela qu'il faut retenir. Nous allons donc assister à 2 décennies de guerre par procuration, de guerre asymétrique. Si les néocons sont déconfits, les partisans du hard power américain, les réseaux de George Soros, eux, ils reviennent aux commandes. Je vais vous en parler d'ailleurs dans mon sujet personnel tout à l'heure. Il faut comprendre cela. L'impérialisme américain, il se redéploie, il se redistribue. Il n'est pas du tout vaincu ou défait. C'est toujours la première puissance mondiale et c'est une puissance agressive. C'est cela la leçon de l'Afghanistan. C'est pas parce que les Américains sont bien faits militairement sur un théâtre d'opérations secondaires qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils ont perdu leur influence mondiale. En Afghanistan, ils n'ont pas perdu, ils ont transformé la défaite militaire en un succès géopolitique qui va coûter cher à leurs ennemis iraniens, russes et chinois. Et dans le reste du monde, ils sont en train de se redéployer. En particulier, c'est votre sujet suivant, en Afrique. Merci à vous, Luc Michel. Gamal Abina, on va bien sûr sortir avec vous sur cette question. Alors, moi, j'ai eu la chance, je voudrais rajouter une petite chose. Moi, j'aimerais rendre quand même hommage à l'homme qui est à l'origine des guerres asymétriques en termes de guérilla, parce qu'il faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a eu tendance à effacer de l'histoire le grand Abdelkrim el-Khattabi, qui était donc le Rifin qui avait fait sa république du Rif de 1920 à 1926. Et dans la bataille d'Anoual, il a défait une armée espagnole de 30 000
combattantes, 30 000 soldats aguerris. Et c'est lui qui a été le père spirituel, l'inventeur littéralement de ces fameuses guerres asymétriques, c'est-à-dire des guérillas face à un État organisé. On le voit, il a inspiré Ho Chi Minh, qui s'en est réclamé. Il a inspiré évidemment Mao Zedong. Il a inspiré par la suite beaucoup de résistance comme ça qui étaient dans une situation de rapport de force en leur défaveur, en créant ces petites structures comme ça combattantes, qui étaient des structures destinées à éroder la puissance de l'ennemi. Ça, c'est juste pour rappeler que c'est vraiment lui, dans les années 20, qui était à l'origine de ça, et c'était quelqu'un de très, très intelligent qui a compris les rapports de force, et pourquoi d'ailleurs il devait créer une république au Maroc. Maintenant, concernant l'histoire de l'Amérique, et de ce qu'est de l'Amérique impériale, puisque c'est dont on parle, et de ce qui se passe actuellement, Luc Michel a raison de dire que ce n'est pas Biden qui dirige. Biden, comme le disait Trump, c'est Sleepy Joe, c'est l'homme qui dort. Effectivement, il passe son temps à dormir, il n'est pas en état de gouverner. Une fois, il a pris le fameux avion, son avion personnel américain Air Force One, et il a failli tomber à 2 reprises. C'est quelqu'un qui est très vieux et qui n'est plus en mesure de diriger et qui n'a pas toute sa tête. Ça, c'est connu, c'est Kamala Harris qui fait la direction des États-Unis, et c'est une guerrière. C'est quelqu'un qui était pour la guerre en Irak, il faut s'en souvenir, en 2003. C'est une seconde vague de guerre, ça ne le dérangeait pas. Et donc, j'ai eu la chance de dîner un soir avec Jacques Vergès, il y a une dizaine d'années, dans un dîner privé, c'était très sympa d'ailleurs. Et c'est au cours de cette soirée qu'il nous avait annoncé une chose assez extraordinaire, j'ai apprécié à entendre d'ailleurs. Il a dit, en parlant des guerres qui se passaient au Moyen-Orient et particulièrement en Afghanistan et Irak, il disait la bête, en parlant des États-Unis, la bête immonde est en train de mourir actuellement, elle est en train de montrer elle est en train d'agonir littéralement, parce qu'économiquement c'était la fin, et puis qu'il y a des États qui émergent et qui sont en mesure de pouvoir la contrer sur le terrain militaire et politique. Donc il dit la bête immonde est en train de mourir, et ce sont les derniers soubresauts de la bête qui font ces guerres. C'est-à-dire que les États-Unis n'utilisent plus que la force militaire parce qu'ils n'ont plus ce soft power qui était tellement séduisant dans les années 50, 60, 70, en montrant l'American Way of Life, le bonheur américain. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, puisque les réseaux sociaux montrent ce qui se passe réellement. Puis surtout, ils n'ont plus les moyens de convaincre en achetant les États. Avant, ils achetaient les États, le fameux pacte, je veux dire, pas le pacte de Varsovie. Le plan Marshall est un plan d'achat des États. Donc les États-Unis n'utilisent plus ces méthodes-là, ils n'ont plus les moyens financiers. Il leur reste plus que la force militaire et les rapports d'influence de force militaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sous Obama, faut pas oublier, il y a une explosion du budget de l'État par rapport à l'armée, c'est un poste très important, c'est pas par hasard. Tout ça, c'est lié. Ils n'ont pas besoin de 700 milliards de dollars d'armement annuel, mais ils le font parce qu'ils veulent montrer que c'est encore des gros bras qu'ils comptent. Et effectivement, il faut rappeler tout de même, et je tiens à le rappeler, c'est très important, parce qu'on prend toujours les États-Unis comme étant une force qui est faiseuse de paix, ça n'est pas vrai. En 14-18, cet État, qui est un État de voyous littéralement, ça n'a pas plu à l'époque quand on les appelait comme ça, mais c'est vrai, ne rentre en guerre qu'au bout de la guerre. Ils arrivent en 17 en Europe, ils n'arrivent pas au début de la guerre, ils n'aident pas les Français ou les Anglais contre les Allemands. Ensuite, en 39-45, ils font quelques timides tentatives parce qu'il y avait une politique d'isolationnisme très forte aux États-Unis, et ils finissent par entrer en Europe en 44, c'est-à-dire que la guerre est gagnée par les Russes. Les Américains ne gagnent pas la guerre, on oublie toujours que c'est un vol historique, ce sont les Russes qui remportent la victoire face aux nazis, 90% des forces nazies sont en Russie, et non pas en Europe de l'Est, il reste que les gamins de 16-17 ans en Europe. Donc c'est dire que les États-Unis ont une perte de prestige énorme, et par le soft power, par la propagande, par le cinéma, par tout un tas de moyens, ils ont transformé, là encore, une multi-défaite face aux nazis à l'époque, en victoire, parce qu'ils ont réussi à gratter la moitié de l'Europe et obtenir un rideau de fer qui va s'arrêter sur les pays de l'Est. Donc ça, c'est dire que les États-Unis, en termes de force militaire, ils sont importants, c'est vrai, il faut jamais négliger que c'est un appui extrêmement dangereux, mais que de l'autre côté, ils n'ont plus les moyens de leurs prétentions. Alors maintenant, ils font un redéploiement stratégique, et effectivement, ils vont jouer la carte des alliances, ils vont essayer d'acheter les États, acheter des alliés, acheter des gens qu'on peut corrompre facilement dans des pays pauvres, pour espérer faire face au bloc soviétique et chinois qui deviennent la principale force mondiale, à la fois militaire et économique, car évidemment, avec la fameuse nouvelle route de la soie, les Chinois vont devenir vraiment le numéro 1 sous peu, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la défaite, et c'est une défaite en Afghanistan, va être transformée en victoire stratégique par les États-Unis s'ils obtiennent évidemment de la part des dirigeants afghans qu'ils acceptent de garder l'alliance avec les États-Unis, ce qui n'est pas gagné, je ne le cache pas. Ça, c'est autre chose. Merci à vous, Gamal Abina. On prend la transition, ensuite on revient pour la seconde thématique. Eh bien voilà, ce sera un seul tour de table pour parler de cette seconde thématique. Pourquoi est-ce que les armées africaines ne parviennent pas à faire reculer la menace sur le territoire? On va très rapidement, comme ça, pour planter le décor, essayer de donner peut-être
faire un petit classement peut-être des 10 premières puissances, des 10 premières armées, on va dire comme ça, africaines, et bien sûr aussi dans le monde, leur positionnement. Alors, il y a d'abord l'armée égyptienne qui occupe donc la première place selon un dernier classement de 2020, je préfère le préciser. Donc, on a l'Égypte et qui occupe la 13e place dans le classement mondial. L'Égypte qui est suivie de l'Algérie en seconde position sur le continent et l'Algérie qui occupe la 27e place dans l'ordre mondial. En troisième position, l'Afrique du Sud qui occupe la 32e place dans le monde. Et ensuite, en quatrième position en Afrique, on a le Nigeria qui occupe la 35e place dans le monde. En cinquième position, le Maroc qui occupe la 53e place dans le monde. Ensuite, l'Éthiopie en sixième position en Afrique qui occupe la 60e place dans le monde. En Angola, l'Angola qui occupe la 7e place dans le continent africain et 66e place dans le monde. La Libye, 8e en Afrique, 70e dans le monde. La Tunisie, 9e en Afrique, 73e dans le monde. Et le Soudan, 10e place en Afrique et 77e dans le monde. Là, ce sont les classements de 2020. On va donner quelques classements rangs spécifiques en ce qui concerne certains pays parce que ces pays-là sont justement la cible de plusieurs menaces du côté du continent. On va essayer de donner un peu leur classement. Le Tchad, par exemple, qu'on sait engagé justement dans le Sahel, occupe la 15e place en Afrique et la 90e place dans le monde. Le Cameroun, 21e place en Afrique et 108e place dans le monde. On va d'abord s'arrêter là et poursuivre peut-être aussi le Mali, 19 places en Afrique et 105e place dans le monde. Alors, je vais commencer par vous, Fabrice Beyor, avant justement de nous intéresser au pays du Maghreb. Parlons du Nigeria qui occupe la 4e place dans ce classement et la 35e place mondiale, loin devant justement le Tchad qu'on sait très engagé, peut-être parce que le Tchad est engagé justement du côté du Sahel. De toutes les façons, vous nous donnerez des explications, ou encore le Cameroun. Alors, on voit quand même que le Nigeria, par exemple, peine à se débarrasser de quelques groupes, du moins si on s'en tient au terrorisme lié à Boko Haram. On sait qu'il y a eu de l'aide du Cameroun, mais aussi du Tchad. Alors, on s'interroge quand même sur l'efficacité de ces puissances africaines et surtout, qu'est-ce qui manque à ces puissances militaires africaines? Oh, je vais être assez synthétique et court. Lorsque il y avait une initiative africaine il y a quelque temps militaire sur le terrain, effectivement, avec le Tchad, avec l'armée camerounaise et l'armée nigérienne sur les bases de Boko Haram, elles ont été stoppées à un moment, non pas par la volonté de Djamena, non pas par la volonté du Cameroun, mais par les manigances évidemment politiques au Nigeria et bien évidemment les influences américaines et la France-Afrique, où ils ont après créé le soi-disant G5 Sahel pour aider et constituer une force africaine, et ça aboutit à rien puisque c'était le but. Parce que ils ont organisé quelque chose, des belles déclarations de principe, et le financement était évidemment à zéro, pas à la hauteur pour y faire face. C'est une façon de tuer dans l'œuf une initiative africaine qui pouvait être perfectible, mais qui sur le terrain avait démontré son efficacité. Et il faut juste c'est diviser pour régner, pour être très simple. Ce pourquoi toutes les actions qui permettent à l'Afrique de pouvoir par elle-même régler ces mêmes problèmes, comme disait d'ailleurs Vladimir Poutine lors du forum de Sochi en 2019, lorsque certains journalistes malicieux indiquaient « mais ce n'est pas un retour », enfin des journalistes français, je précise, qui posaient des questions sur la volonté un peu impérialiste de la Russie, c'est assez amusant venant de la France-Afrique, mais il indiquait non, c'est au problème africain des solutions africaines, et ce n'est pas évidemment ce que veulent faire les anciennes puissances coloniales et les États-Unis aujourd'hui, qui encadrent ces anciennes puissances coloniales dans son retour
dans son programme de recolonisation de l'Afrique, je parle de Washington, et pour ça, il faut torpiller toutes les initiatives interafricaines, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre que ce n'est pas que les armées africaines ne peuvent pas, c'est qu'on leur met des bâtons dans les roues pour se faire des bâtons dans les roues politiques, des bâtons dans les roues en créant d'ailleurs des problèmes interétatiques, et puis en faisant tout pour que leur armée n'ait pas les moyens et n'ait pas la formation pratique pour se faire. Et c'est tout le sujet, évidemment, du retour de la Russie en Afrique et de la haine un peu panique, voire hystérique, de certains médias, essentiellement d'ailleurs parisiens, ou comme l'indiquait Luc Michel précédemment, ou notre ami Sébastien Perimoni, des rapports américains pour diaboliser effectivement ce qui est considéré par eux comme un danger, et un danger à juste titre, puisque c'est tout l'enjeu de la présence russe en Afrique, mais j'en parlerai dans mon prochain sujet. Gamal Abina, on a l'Égypte et l'Algérie qui occupent respectivement les 2 premières places, 2 pays voisins à plusieurs pays africains qui sont enclins justement à l'insécurité ou aussi au terrorisme, le cas de la Libye. Alors comment comprendre ce que certains appellent de mutisme et ne comprennent pas le fait que ces pays-là ne s'engagent pas justement à mettre un terme à l'insécurité dans ces pays voisins? Bon, déjà pour commencer par l'Égypte, parce que le classement que vous m'avez donné, c'est le classement de Global Power Fire, c'est un classement très bien fait d'ailleurs, où ils mettent tous les rapports de force en termes militaires, c'est-à-dire les capacités aéroportées, les capacités effectivement d'intervention des forces armées au sol, les blindés, les capacités de renseignement, et on va parler dans un instant du renseignement, parce que c'est ce qui fait défaut malheureusement de ces régions-là. On n'a pas de satellite, le Mali, le Niger, c'est des pays pauvres qui n'ont pas de satellite, 80 millions de personnes qui ont peu de moyens militaires, qui ont peu d'avions, peu de moyens aéroportés, peu de moyens pour déplacer des forces sur place, du renseignement quasiment inexistant. Et vous me parlez donc de l'Algérie et de l'Égypte. Donc l'Égypte, vous mettez ça tout de suite de côté, l'Égypte n'est pas un pays sérieux. L'Égypte, c'est un pays qui a été fabriqué qui a bénéficié à l'époque d'un coup d'État par le général Naguib, et qui en 54 sera dirigé par Nasser. Ce sont donc des généraux qui prennent le pouvoir, les officiers libres, les généraux, et qui, pendant un peu plus d'une décennie, sont plutôt anti-américains. Puis après, bascule le côté alliance américaine avec l'histoire des accords de Camp David. Et à partir de là, on parle plus d'un pays qui est indépendant, on parle d'un pays qui est sous contrôle américain, qui est subventionné par l'Amérique, 3 milliards de dollars pour fabriquer des armes sur place. Donc l'Égypte fabrique ses propres chars Abraham sous licence. L'Égypte est une grande puissance militaire de papier, parce que stratégiquement, ils sont pas très forts, ils n'inquiètent personne, mais surtout l'Égypte n'intervient pour personne. Ils ont failli faire la guerre à l'Éthiopie, mais ce n'est pas un pays qui est là pour la paix en Afrique. Il est juste là pour garantir la sécurité à ses frontières et la pérennité de son pouvoir militaire. L'Algérie, en revanche, depuis 2004, avec Gad Salah, ils ont fait une réforme de l'armée pour faire en sorte que, à la fois, il y a un équipement important qui vient de Russie, puisque c'est le principal partenaire de l'Algérie, mais surtout qu'ils commencent à fabriquer leurs propres armes. Ils fabriquent pas mal de munitions, ils commencent à fabriquer des blindés avec des partenariats allemands, mais surtout l'Algérie a décidé de sortir de ses frontières et de sécuriser ses frontières avec cette fameuse réforme de la Constitution qui l'autorise maintenant à intervenir en dehors des frontières algériennes. Donc, on s'entend sur les frontières à risque. Comme toute l'Algérie n'est bordée que par des pays instabilisés, que ce soit la Tunisie avec le djihadisme, la Libye malheureusement qui est tombée de Kadhafi, le Maroc, on le voit avec le Sahara occidental, et puis la zone sahélienne. Et les Algériens sont très, très en avance sur ces questions-là parce qu'ils se rendent compte du danger. Pourquoi? Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de rapport géopolitique, mais il y a une chose essentielle qu'il ne faut pas perdre de vue dans le rapport de ces combattants que l'on appelle djihadistes. Ils ne font pas ça pour l'argent, même s'il y a de l'argent en jeu. Ils font ça pour Dieu. Alors quand vous parlez à des gens qui sont illuminés, prêts à perdre leur vie pour Dieu, vous ne pouvez pas les avoir avec une armée de mercenaires, de gens qui sont mal payés ou sous-payés, ou qui ne sont pas payés parfois. Donc il est difficile de vaincre des gens convaincus par des raisons millénaristes peut-être, ou illuminés, ou je ne sais, de convaincre ces gens-là qui viennent souvent de la misère sociale, qu'en face, une armée peut les battre parce qu'elle est payée. Donc toutes ces raisons font que ces pays ont du mal à se structurer, ne se mettent pas d'accord, on vient d'évoquer à l'instant avec le G5, Sahel, que le commandement unifié que proposaient les Algériens n'a pas été mis en place, malheureusement, et surtout, ces pays qui sont sous le contrôle indirect politique de la France-Afrique, on vient de le rappeler. Donc les Français n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une sécurisation des secteurs parce qu'ils veulent être sur place pour montrer que c'est eux le gendarme. Toutes ces raisons font qu'effectivement, on n'arrive pas à coordonner les forces. Les géants algériens et nigérians, qui sont deux pays, deux grandes puissances militaires qui font partie du classement des top 5, sont très très loin devant les pays du Sahel, qui eux sont dans le dernière partie du tableau,
Et même si on les met en 6e, 7e, 8e position, comme le Maroc, par exemple, on a été dans le tableau, surtout en 55e position. Donc, ce sont des pays marginaux. Et c'est en cela qu'il manque deux choses. La détermination des combattants qui doivent en finir avec ces groupes dits terroristes. Je dis bien terroristes parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi des groupes séparatistes. L'autre aspect, le renseignement qui fait défaut. Et le troisième aspect essentiel, les capacités militaires aéroportées pour intervenir en temps réel sur le terrain, sur le théâtre d'opération. Tout ça n'existe pas. La conviction est très faible. La volonté d'en finir est quasiment inexistante de la part des États parce que chacun se dit je ne vais pas être touché. Il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans et malheureusement, ça fait tache d'huile aujourd'hui, on le sait. Donc c'est ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas parce qu'ils sont incapables, c'est parce que les moyens ne sont pas au rendez-vous, la détermination politique n'existe pas, les moyens financiers ne sont pas présents. C'est des pays qui sont quand même du tiers-monde, il faut le dire, on est quand même dans une phase de développement et qu'il est difficile à la fois de nourrir sa population et puis de payer un avion de combat. Et juste pour donner un chiffre édifiant qui dira tout en une seconde, j'avais été choqué à l'époque par des attaques de la France en Côte d'Ivoire qui ont été bombardées l'aviation ivoirienne et on apprend qu'ils ont bombardé 2 avions. C'était ça l'aviation ivoirienne, 2 avions de combat. C'est-à-dire que les pays de cette région ne sont pas capables d'aligner 50 avions quasiment. Donc tout ça, c'est des choses très importantes dont on doit prendre en considération. Ce n'est pas une incapacité chronique, c'est une incapacité qui a été voulue, qui a été organisée, planifiée par la puissance tutélaire française qui, vous inquiétez pas, a toujours un œil dans la région. Gamal Abina, Sébastien Perimoni, alors pour vous, pourquoi les armées africaines ne parviennent pas à bout de l'insécurité ou tout simplement du terrorisme? Moi, je rejoins ce qui a été dit par les deux intervenants précédents. Je prendrai le problème, je dirais, d'un autre point de vue, c'est-à-dire pour amener un regard un peu différent. Je pense que moi, je pense pas qu'il y ait un problème d'insécurité en Afrique. Il y a un problème de sous-développement, d'organisation même du sous-développement par les puissances impérialistes. Donc, je pense qu'il est fondamental, si un jour on veut faire reculer la menace, c'est d'avoir une politique globale, évidemment sur le plan militaire, mais surtout et avant tout sur le développement économique. Vous parliez du Nigeria. Moi, j'étais invité par le gouvernement en 2018 là-bas. Ils avaient organisé une grande conférence sur un des projets que j'avais déjà mentionné sur votre antenne pour revitaliser le lac Tchad. Il y avait d'ailleurs la présence d'Idriss Déby qui était là. D'ailleurs, quelques mois avant le décès d'Idriss Déby, Buhari, le président du Nigeria, et Idriss Déby s'étaient à nouveau rencontrés et avaient fait un communiqué conjoint appelant à faire une nouvelle conférence pour développer justement ce projet de revitalisation du lac Tchad. Parce que, évidemment, si on apporte le progrès, si on apporte les infrastructures, il faut savoir que dans cette région, aujourd'hui, il y a quand même 30 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est plusieurs millions de déplacés, ce qu'on appelle les déplacés internes ou interrégionaux, avec des millions de gens déplacés. Donc, je pense, pour prendre le problème d'un autre point de vue, c'est qu'il faut à la fois de pair avoir une sécurité nationale, des armées développées, mettre fin immédiatement, comme l'a dit l'intervenant précédent, aux coopérations militaires. Vous savez, les fameux accords militaires que la France a signés avec ses anciennes colonies après-guerre, ce qui fait que les pays n'ont jamais développé d'armée, jamais développé d'armée. Donc, il faut en terminer avec ces partenariats monétaires et militaires. Et évidemment, je pense que ce n'est pas une question de moyens. Vous savez, il y a 150 milliards d'évasion fiscale par an en Afrique, il y a la corruption qui détourne 25% du budget, il n'y a pas de problème d'argent, mais il faut avoir une politique de crédit où on oriente justement l'argent nécessaire pour le développement, pour limiter l'insécurité et justement limiter les foyers utilisés par les Occidentaux pour, si vous voulez, financer des groupes rebelles, des groupes armés, des mercenaires, des terroristes, ici ou là, qui maintiennent la politique de guerre permanente et donc de présence de nos armées sur place. Merci Sébastien Perimoni. Luc Michel, on sort avec vous sur cette question. Les armées africaines, pour le moment en tout cas, qui ne parviennent pas à faire reculer la menace. On parle d'absence d'un gendarme africain, comme on peut le voir par exemple avec les États-Unis. Quelles sont les causes selon vous? Et moi, je vais jeter de l'eau glacée, Manuela. Votre concept d'armée africaine, il est faux, et vos statistiques, elles sont biaisées. Les 10 premières armées du monde, la Chine, l'Angleterre, la Russie, mais surtout la première armée qui sont les États-Unis, il y a l'Inde également, il y a le Pakistan, il n'y a aucune armée africaine dedans. Vos statistiques, on accumule des tanks, on accumule des blindés, on accumule du nombre de soldats. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui au XXIe siècle qui fait la puissance militaire. La puissance militaire, c'est la capacité de transposition,
les porte-avions, les satellites, les forces spéciales. L'Afrique ne possède rien de tout ça, et surtout l'Afrique, aucun de ces pays ne possède ce qui dissuade les autres, l'arme atomique. Il faut retenir deuxièmement qu'il n'y a pas un concept d'armée africaine. Une grande partie de vos armées africaines, elles appartiennent à l'orbite du bloc occidental. Dans vos statistiques, je vois en 9e position, par exemple, la Libye. La Libye, c'est un État failli avec des armées de milices, et vous la placez dans la 9e armée africaine. C'est ridicule, ça fait hurler de rire. Mais deuxièmement, dans vos armées africaines, il y a l'armée marocaine, par exemple. Le Maroc a été déclaré principal allié stratégique privilégié de l'OTAN. C'est la porte d'entrée de l'AFRICOM américain, qui est le commandement américain pour faire la guerre en Afrique. Il y a eu le mois dernier les manœuvres Lion-Africain 2021 entre l'armée marocaine et l'armée américaine. Elles ont servi à préparer le redéploiement des armées de l'OTAN, non plus en Afrique du Nord comme avant, mais du Mozambique jusqu'au Maroc. Deuxièmement, dans vos armées africaines, il y a l'armée égyptienne. L'armée égyptienne, elle reçoit 1,2 milliard de budget d'aide de l'armée américaine chaque année. C'est une armée cliente des Américains. Bouhari, qu'est-ce que c'est? C'est un client de l'Angleterre. Il y a eu le sommet Grande-Bretagne-Afrique en janvier de l'année dernière. L'invité vedette, c'était Bouhari. Bouhari, c'est un domestique des Britanniques et des Américains. Il a fait un coup d'État dans les années 80 avec l'aide de la CIA et il a été amené au pouvoir dans les années 2010 par les Américains et notamment les vitrines légales de la CIA, la NDI américaine notamment, et Obama. Ce sont ces gens que vous appelez des armées africaines. Qu'est-ce que vous attendez de ces armées qui sont là pour aider à la recolonisation de l'Afrique? Il y a un exemple typique. Dans vos armées africaines, il n'y a pas l'armée tchadienne. Mais sous Idriss Déby Itno, l'armée tchadienne, c'est la seule armée qui a remporté des victoires dans la lutte de guérilla contre les djihadistes. Pourtant, l'armée tchadienne, c'était une armée de guerre asymétrique faite pour cela. C'est cela qu'il faut constater. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de concept d'armée africaine? C'est la présence néocolonialiste occidentale en Afrique. Qu'est-ce que les Russes apportent justement? C'est la reconstruction de véritables armées africaines. Les FACA, par exemple, bientôt le Mali, bientôt le Congo-Brazzaville, déjà la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que les Russes apportent? Ils apportent des armements lourds, ils apportent des avions. Ils n'apportent pas seulement des matériels dépassés, du matériel fatigué et du matériel dont la livraison est conditionnée à des conditions politiques. Vous refusez d'admettre ces conditions politiques, on vous coupe le flux des armements. C'est ce qui est arrivé au Tchad d'Idriss Déby Itno en 2017. Il a été obligé d'aller s'équiper ailleurs. Il n'y a rien à attendre des armées africaines tant qu'elles n'auront pas compris qu'il faut développer un concept d'indépendance africaine. C'est précisément le concept du panafricanisme dans le domaine militaire. Merci. Merci à vous, Luc Michel. Et voilà, on referme donc nos deux thématiques, du moins la première partie de ce programme. On aborde la seconde dans quelques instants. Seconde partie de ce programme, on parle de l'actualité géopolitique. On va commencer par vous, Sébastien Périmoni. On parle avec vous du Mali. On essaye de comprendre les menaces de sanctions des Nations Unies contre le président Assimi Goïta. On sait que les Nations Unies ont demandé au pouvoir en place de respecter la transition en cours. Les élections sont prévues, on le rappelle, en février 2022, donc la transition court toujours. Il est bien sûr également interdit au président, son vice-président et au Premier ministre de se présenter à ces échéances électorales, sinon ces derniers seront bien sûr sanctionnés par les Nations Unies. Votre analyse, Sébastien Périmoni? Mon analyse rapide,
faut le voir avec un petit peu d'ironie. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ce gouvernement gêne. Vous savez, la premier coup d'État qu'il y avait eu, la communauté soi-disant internationale avait réussi à imposer des civils à la tête de la transition très très vite, comme on en avait parlé quand nous avons organisé avec Amina Fofana, avec Adama Ben Diarra, Yerebolo, une manifestation pour demander le départ des troupes françaises. Cette manifestation a été interdite justement par ces représentants de la communauté internationale, ce qui a amené donc ce qui a amené, excusez-moi, il y a le téléphone qui a sonné, ce qui a amené donc au second coup d'État, où cette fois, en effet, Assimi Goïta a décidé de prendre le leadership. Moi, je ne crois pas que ce soit à l'ONU d'imposer, si vous voulez, est-ce que lui a le droit de se présenter, est-ce que lui n'a pas le droit. Assimi Goïta, s'il veut être candidat, il sera candidat, et c'est à mon avis tout le régime des sanctions qui sont faits contre pour préparer le terrain, pour rendre illégitime, si vous voulez, cette élection. Moi, je le vois avec plutôt de l'ironie, et je pense que vous savez, c'est ce que disait Poutine, qui avait remercié les Européens et les États-Unis de les avoir sanctionnés, puisque grâce à ça, ils avaient redéveloppé leur propre économie, changé de partenaire et se porté 10 fois mieux qu'auparavant. Donc, je pense que il faut faire fi, et j'encourage les Maliens, et je les salue dans leur combat d'ailleurs contre cette communauté internationale. Ils doivent en faire fi et se développer par eux-mêmes, pour eux-mêmes et avec eux-mêmes pour défendre le peuple malien et revenir justement à cette tradition qu'avait mis en place Modibo Keïta, qui avait créé sa monnaie nationale, demandé le départ des troupes françaises, créé son armée nationale, lancé une politique d'investissement dans les infrastructures. Donc aujourd'hui, je pense que le nouveau gouvernement malien est dans cette optique et que on fera tout pour lui barrer la route. Mais je pense qu'il doit tenir très fort et laisser la communauté internationale faire ses blablas dans son coin tout en continuant sa politique. Sébastien Périmoni, peut-être en une minute comme ça, on sait que de ce côté-là, justement, la population appelle le gouvernement en place de prolonger cette transition, car elle estime qu'il parvient du moins à gérer la situation, surtout sécuritaire dans le pays, surtout aussi avec l'arrivée de la Russie. Alors, face à ces menaces, est-ce que le pouvoir de transition actuel peut affronter la communauté internationale? Est-ce qu'elle a toutes les manettes, toutes les cartes en main pour pouvoir gérer, on va dire quoi, ce retour, du moins les sanctions? Oui, non, mais de toute façon, le peuple malien est un peuple souverain qui a décidé de se battre pour recouvrer sa souveraineté. Et je pense, bon, après le débat, est-ce qu'on doit prolonger la transition ou valider l'élection pour le mois d'avril 2022? Ça, c'est un débat interne, si vous voulez. Moi, je suis contre l'ingérence, donc je ne déciderai pas à la place du peuple malien. Mais je pense que plus vite, en effet, on aura une élection. Profiter justement du succès d'Assimi Goïta, du succès de cette transition que le peuple apprécie, il est soutenu, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Profiter de ça pour légitimer non pas auprès de la communauté internationale, mais auprès de son peuple et devenir le véritable président, lui ou quelqu'un avec qui il travaille. Je pense que plus vite ce sera fait, mieux ce sera, parce que voilà, il y aura un gouvernement souverain et la période de transition sera finie et ils auront enfin toutes les manettes pour pouvoir, si vous voulez, lancer leur programme de développement, changer de partenaire, par exemple dans le domaine sécuritaire, on vous l'avait mentionné, avec un partenariat probable avec la Russie sur le domaine militaire. Donc voilà, vous savez, moi j'ai pas beaucoup de respect pour la communauté internationale. Je suis contre la politique des sanctions et de toute façon, on le voit bien, les sanctions, si vous voulez, elles sont exclusivement orientées vers les populations et les pays qui essayent de sortir de cet impérialisme. Vous avez plein de pays, vous savez, qui tuent des gens, qui les torturent, qui respectent pas les droits de l'homme. Je vais pas les mentionner ici, tout le monde les connaît. Eux, ils n'ont pas de sanctions, ils n'ont pas la communauté internationale sur le dos. Donc, ça a été mentionné par Luc Michel, quand on fait la marionnette du système impérialiste, c'est sûr qu'on sera jamais sanctionné. Donc voilà, moi je pense que ce qui se passe au Mali est très positif. Et je me bats d'ailleurs actuellement
pour que très rapidement soient lancés des projets pour aider le peuple. C'est comme ça a été mentionné par Monsieur Abina, dans ces guerres, dans cet impérialisme, c'est surtout les peuples qui en souffrent. C'est des millions de morts, comme ça a été dit, mais c'est aussi des dizaines de millions de gens qui souffrent, comme j'ai pu le voir au Mali. Donc, il faut très vite lancer ce programme d'irrigation, de redévelopper le système des lacs Fagibine, aménager le fleuve, très très vite lancer tous ces projets qui sont là depuis longtemps, accéder à l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, il y a plein de pays qui avaient accédé à ça et qui l'ont perdu à cause de la politique. Donc voilà, tous ces projets sont discutés aujourd'hui. Moi, ça me rend très content et je suis très confiant dans ce qui va se produire à l'avenir au Mali. Voilà, et je dois malheureusement vous quitter. Donc je dis au revoir à tous les intervenants. Je vous dis au revoir à vous et je dis au revoir aussi à tous les spectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à vous, Sébastien Périmoni. Merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre avec les autres intervenants, justement, Fabrice Beyor. Avec vous, on parle de la Russie, du moins la puissance russe du côté de l'Afrique. Comment est-ce que la Russie s'est imposée comme le principal fournisseur d'armes en Afrique? On sait que depuis le dernier sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé à Sochi il y a de cela 2 ans, l'armée, du moins le gouvernement russe, avait présenté à ses partenaires africains différents armements. Afrique Média était d'ailleurs sur place et a pu visiter ou encore voir, toucher du doigt ces différentes armes. Et selon les derniers rapports et bien sûr les enquêtes, de plus en plus d'Africains, du moins de gouvernements africains, sollicitent l'armement russe. Nous y étions d'ailleurs, vous étiez de ce côté-là, Fabrice Beyor, vous avez visité cet armement. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie, du moins l'armement russe, est plus prisé par rapport aux autres, on va dire quoi, États? Réduction rapide, quelques faits. Les principaux clients pour l'exportation des armes russes, c'est l'Inde, la Chine et l'Algérie en 3e position. Donc tout de suite l'Afrique y arrive. Alors jusqu'à présent, la Russie c'était des armes légères, mais aujourd'hui on parle bien de chasseurs, on parle bien de défense aérienne, on parle effectivement de chars, d'antichars, d'hélicoptères. Vous savez, les fameux Alligator qu'on a vu, dont on a vu l'efficacité en Syrie. La particularité de l'exportation des armes, du commerce des armes russes, c'est que c'est une société d'État qui la contrôle, à savoir que ce ne sont pas des entreprises privées qui font à peu près ce qu'ils veulent, comme ça peut être dans les pays occidentaux. Et il y a également aujourd'hui, pour c'est Rosoboronexport, c'est la société russe qui s'occupe de cela, également un volet civil aujourd'hui, parce que ce qui a été, vous l'avez rappelé, à Sochi, ce forum donc en fin d'année 2019 auquel j'ai participé donc avec pour Afrique Média, et nous avions non seulement effectivement des contrats militaires qui étaient précis, indiqués et signés, mais surtout les questions sécuritaires et également économiques, les perspectives d'investissement qui ont été abordées. On peut dire d'ailleurs que c'est à partir de là que la Russie a commencé à avoir un retour diplomatique et géopolitique en Afrique. Ils ont comme concurrents, d'un point de vue d'armement, la Chine et Israël sur certains éléments, mais dans une moindre mesure. Et pourquoi aujourd'hui, je vais répondre directement à votre question et conclure en quelque sorte, c'est que pourquoi la Russie, les armements russes sont importants. Je noterai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2020 ou du moins, la part de la Russie dans les armes, dans la vente d'armes en Afrique, c'est 49%. Voilà. Et de plus en plus d'ailleurs d'une manière croissante. Mais pourquoi? Parce que la Russie se base sur les bons rapports qu'elle avait à l'époque de l'URSS, que leurs armes sont moins chères et que ça rentre tout à fait dans l'axe qui est en train de se construire, l'axe Eurasie-Afrique, parce que les exportations militaires qui font partie d'une stratégie plus large russe. Évidemment, il y a le but d'établir des partenariats militaires, mais également économiques et politiques. Et on le voit sur le terrain, la Russie est là pour reconstruire des armées nationales et non pas de saupoudrer
quelques formations ou quelques armes rebuts des armées des anciennes puissances coloniales pour faire croire qu'ils ont une armée de défense, alors qu'en fait ils sont sous le commandement des dites coopérations militaires. Et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe en Centrafrique, c'est que ce sont les avions russes, les satellites russes qui ont permis de remporter également la victoire sur tous ces groupes séparatistes, terroristes ou mercenaires divers. C'est tout cela. Et aujourd'hui, la Russie démontre qu'elle est en train de reconstruire, malgré les sanctions de l'ONU, pour parler très clairement des États-Unis, du monde occidental, malgré cela, il y a eu une victoire parce que les accords que font la Russie, il y a des intérêts économiques, c'est une évidence, mais derrière cela, il y a, je le rappelle une dernière fois, il y a une stratégie plus large, qui est une stratégie politique et économique, dont Sochi, en 2019, a été le premier pas, on va dire, public. Et tout cela, c'est aussi grâce à l'intervention, et je vais envoyer des fleurs à Luc Michel, parce que c'est une vérité. C'est depuis que Luc Michel est également sur Afrique Média et que incessamment, que jour après jour, il explique les éléments de la géopolitique, a pu naître non seulement dans le peuple, mais également dans certaines élites africaines, non seulement l'idée qu'il pouvait être indépendant, mais qu'il y avait une alternative au monologue avec l'ancien colon tutélaire. Et c'est cela, les alliances géopolitiques alternatives. Et la Russie, c'est un des éléments, une de ces alliances les plus importantes, qui a démontré sa fiabilité, à la différence, effectivement, comme on l'abordait dans les précédents sujets, des États-Unis qui lâchent leurs dits partenaires lorsqu'ils en ont plus besoin d'eux. La Russie a démontré tout le contraire. La Syrie a été le premier élément. Il y avait des accords militaires et ils les ont tenus. Et ils font exactement aujourd'hui la même chose avec la Centrafrique et l'équipe du président Touadéra. Et aujourd'hui, cela va dans d'autres pays, puisque je pense que lorsqu'on voit qu'il y a des accords honnêtes qui sont passés, eh ben, on accepte effectivement ces accords, surtout lorsque ceux-ci vous donnent et de l'oxygène et la possibilité, enfin, de pouvoir mener une politique souveraine dans votre pays et de stopper toutes ces insécurités, ces situations de chaos qui sont une justification pour la présence militaire et donc la continuation du lien néocolonial, soit par Paris, par Londres, par Madrid, par Berlin même qui revient, mais principalement les États-Unis. Et ça, je le rappelle et je conclue vraiment dessus, cela a commencé avec la grande réunion internationale qu'avait fait Obama aux États-Unis, qui a été le signal, on va dire, de départ du néocolonialisme américain sur l'Afrique, la recolonisation de l'Afrique par les États-Unis. Et face à cela, l'Afrique, qu'elle le veuille ou non, c'est un terrain effectivement d'affrontement pour la Centrafrique entre la Russie et la France. Mais si c'est au bénéfice des populations et des gouvernements légitimes, légalement élus, qui ont une politique de retour à la souveraineté pour imposer la paix, ce qui est déjà très important pour une population qui a la sécurité, qui est un des premiers droits de l'homme, et en plus de pouvoir par après avoir des coopérations économiques qui permettent enfin à l'État de profiter de ses ressources pour le développement économique, que demander de plus? Voilà, merci à vous Fabrice Beyor pour cette analyse qui nous permet justement de comprendre cette thématique. On poursuit avec vous, Gamal Abina, on s'intéresse au conflit au Tigré. Alors, comment comprendre le rôle trouble des États-Unis? On sait que de ce côté-là, les États-Unis sont accusés d'instrumentaliser le conflit au Tigré. On rappelle justement, pour parler de cette actualité, que de ce côté-là, les jeunes ont répondu favorablement et massivement à l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a justement appelé ces jeunes-là à rallier les troupes, du moins à aller soutenir l'armée sur place pour pouvoir combattre les rebelles du TPLF. Alors, la question, les États-Unis accusés d'instrumentaliser le conflit au Tigré. Alors, quel rôle joue exactement Washington dans cette guerre? Alors là, la question du Tigré, donc la question de l'Éthiopie, de la grande Éthiopie, la grande nation éthiopienne, je le rappelle, seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé, c'est une question qui remonte loin dans l'histoire. Je vais juste donner un contexte global pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a des complexités régionales, ethniques, religieuses, et surtout il y a un rapport néocolonial qui n'a jamais été vraiment
accompli dans cette région et c'est tant mieux. D'abord, l'Éthiopie, c'est un pays qui est très important sur un plan numérique. 105 millions d'habitants, deuxième plus grand pays d'Afrique. Ensuite, l'Éthiopie, c'est un pays qui a quand même réussi, quasiment depuis une dizaine d'années, un peu plus même, à avoir une croissance économique extraordinaire, qui rappelle celle d'ailleurs de la Chine, de 11% en moyenne par an. Donc un pays où il y a beaucoup de monde, un pays où on a un développement économique qui va très très vite. C'est un pays qui a été, je le rappelle, donc jamais colonisé, mais qui a tout de même fait partie, c'est le premier pays africain à entrer à la SDN à l'époque de Haïlé Sélassié. Donc il a tenu le pouvoir Haïlé Sélassié de 1916, excusez-moi, jusqu'en 74, puis un coup d'État est fait avec le DERC, ça devient donc une république, ça devient plutôt soviétique, pas vraiment soviétique, mais plutôt marxiste, un pouvoir marxiste avec le fameux Négus rouge, comme on l'a appelé, qui était Mengistu, qui sera renversé en 91. Et là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération sur un plan géopolitique. D'abord, l'Éthiopie est au centre de ce qu'on appelle l'Afrique, de la Corne de l'Afrique. La raison de cette dénomination, c'est la forme de la pointe de l'Afrique, qui ressemble à une corne de rhinocéros. Donc, la Corne de l'Afrique, c'est une région très instabilisée. Toutes les frontières éthiopiennes sont des pays quasiment, à part peut-être le Kenya, qui sont en guerre. Vous avez le Sud-Soudan avec le nord du Soudan, qui est aujourd'hui malheureusement le Sud-Soudan aussi subit une guerre civile. Vous avez la Somalie qui a été divisée en 3 États, le Somaliland, la Somalie du Sud, et puis le Puntland. Donc ça encore, c'est des zones plus ou moins réellement en guerre. Ensuite, vous avez tout un tas de configurations négatives au sein de l'Éthiopie, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a eu une partition. La seule partie de l'Éthiopie qui avait été colonisée par l'Italie, c'était l'Érythrée. Et donc, quand l'Éthiopie récupère sa souveraineté sur l'Érythrée en 52, il y a un retour de l'Érythrée, il y a 30 ans de guerre à la suite de ce retour. Car l'Érythrée, qui était colonisée par l'Italie, se sent une sorte de volonté d'indépendance, consécutive certainement à cette période coloniale. Et donc, il y a une guerre qui durera et qui s'arrêtera en 93 avec l'indépendance de l'Érythrée. C'est important de rappeler ça parce que l'Érythrée deviendra l'allié de l'Éthiopie par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle guerre qui démarre entre 98 et 2000, qui durera 2 ans, qui fera 80 000 morts. Et cette nouvelle guerre sera une guerre de position de territoire par rapport au découpage de la région entre la séparation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Alors, il se trouve que quand les communistes tombent, c'est à l'initiative des Érythréens, d'un mouvement indépendantiste, et du Tigré. Aussi un autre mouvement indépendantiste qui représente à peu près 7% de la population. Donc ces deux forces vont faire tomber le pouvoir communiste du DERC et ensuite auront la majorité dans le pouvoir dans le pays et se sentiront pousser des ailes. Et à la suite de ça, il y aura donc la séparation en 93 avec l'Érythrée, à la suite d'une guerre tout de même. Puis par la suite, en 2018, arrive aux commandes donc un homme qui fait un travail extraordinaire qui s'appelle Abiy Ahmed, donc le président actuel de l'Éthiopie, et qui va faire la paix avec l'Érythrée, qui fera une vraie paix des braves, qui obtiendra deux sorties sur la mer Rouge, pas sur la mer, excuse-moi, de ces commerciales pour pouvoir commercer avec l'extérieur, parce que à ce moment-là, l'Éthiopie devient enclavée en Afrique, donc c'est difficile de pouvoir faire du commerce quand on est enclavé. Donc la paix est arrivée, il libère les prisonniers politiques, il va poursuivre les gens qui ont voulu faire la guerre ou qui ont voulu créer des problèmes frontaliers, et tout se passe pour le mieux. En 2019, il reçoit un prix Nobel de la paix, donc c'est quand même quelqu'un qui est primé, ça rappelle Obama, mais dans d'autres conditions évidemment. Et puis ensuite, le 5 novembre 2020, démarre la guerre avec le Tigré. Alors pourquoi une guerre avec le Tigré? Parce que, je le dis et le répète tout le temps et je le répéterai jamais assez, on ne fait pas de guerre, je parle des Occidentaux, pour autre chose que pour l'argent. On parle beaucoup de géopolitique, mais c'est aussi de la géoéconomie. Très important. Et il se trouve aujourd'hui que l'Éthiopie, en plein décollage économique, avec ce fameux barrage qui n'est pas encore fini de la Renaissance, qui tient quand même plus de 86% des eaux du Nil, avec cette installation puissante des Chinois qui, je le rappelle, viennent de s'installer aux frontières quasiment de l'Éthiopie, puisqu'ils ont une base maintenant à Djibouti, avec au même titre que les Français et les Américains. L'Éthiopie était le principal capteur de grandes sociétés chinoises qui ont fait des zones industrielles dans tout le pays. L'objectif de l'Éthiopie étant de développer l'économie, de développer l'agriculture, mais de ne plus dépendre de cette zone d'influence des anciens colons. Donc tout ça, ça a créé des tensions, et les Américains voient d'un très mauvais œil l'installation de la Chine en Afrique, qui est partout, mais là-bas en Éthiopie, c'est très présent. Et donc à partir de là, ils ont décidé d'appuyer un petit peu sur la pompe du séparatisme du Tigré, de la région du Tigré. Donc ils ont réactivé les mouvements guerriers qu'on connaît, le mouvement indépendantiste tigréen, qui va d'abord s'en prendre à l'Éthiopie pour faire des séparations, mais surtout qui va aussi bombarder la ville d'Asmara, qui est donc la ville d'Érythrée. Et à partir de là, l'Éthiopie fera alliance avec l'Érythrée contre ce mouvement-là. Et les Américains, qui vont nous sortir le même baratin des droits de l'homme qu'ils font toujours, comme ils l'ont fait d'ailleurs au Soudan, quand ils ont essayé de faire une partition du pays en 3, en jouant la carte de l'Est du Soudan qui serait noir, comme quoi le Nord serait pas noir, bref. Les Américains vont intervenir, vont commencer à
faire pression sur l'Éthiopie en les menaçant, évidemment, comme toujours, avec des sanctions et toute une série de méthodes habituelles américaines, pour faire en sorte que l'Éthiopie recule face au Tigré, en nous sortant toujours le même truc. Ça rappelle ce qui s'est passé réellement au Soudan avec le Darfour, comme quoi les droits de l'homme ne sont pas respectés, il y aurait des viols de masse, une arme de guerre. Bref, tout le discours américain habituel. Alors, on se demande pourquoi est-ce que les États-Unis, qui étaient finalement de bon terme avec l'Éthiopie pendant très longtemps, aujourd'hui décident de créer une zone de tension. L'Éthiopie est aussi un gendarme dans la région. Il a aidé aussi à la stabilisation de la Somalie. Il a aidé pas mal à calmer un peu les tensions avec le Soudan. Donc l'Éthiopie est un véritable enjeu géostratégique, politique et économique. Les Chinois présents, son rôle central sur la côte de l'Afrique, dans une région très instable, tout ça, ça pose problème aux Américains. Donc s'ils soutiennent à fond la partition, parce que c'est l'objectif, quand on veut défendre le Tigré, à terme, c'est pour faire en sorte que la fédération éthiopienne, qui est constituée de 9 États, implose. Si les Américains font ça, c'est pas par hasard. On l'a vu, et je le rappelle sur notre histoire plus ancienne, avec la Yougoslavie. L'intervention occidentale fait éclater la Yougoslavie sur les questions ethniques. L'Éthiopie est quand même un pays qui a 80 ethnies, donc c'est très facile de jouer sur cette carte-là, et les Américains en jouent et en abusent. Alors aujourd'hui, ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, après avoir détruit la Somalie, après avoir détruit le Soudan, puisqu'ils l'ont divisé en deux, il est à craindre de se dire que peut-être l'objectif américain, c'est de partitionner à nouveau l'Éthiopie, qui est une grande puissance. Je le rappelle encore, il n'a été occupé que 6 ans par Mussolini, mais il n'a jamais été colonisé. Donc un vrai modèle africain, un vrai modèle économique, un vrai modèle d'indépendance qu'on voudrait fragiliser en disant, finalement, comme tous les pays africains, l'Éthiopie, c'est une mosaïque d'ethnies, la majorité étant chrétienne, une partie musulmane pour un tiers à l'Est, et le reste, c'est quelques animistes et quelques protestants. Mais tout ça, c'est réellement inquiétant dans la mesure où on se dit que l'objectif des Américains, qui n'est pas encore bien défini, donne le sentiment que la bataille qui est en train de se jouer est une bataille géoéconomique entre la Chine et les États-Unis, puisque la Chine vient, je le rappelle à nouveau, de placer une base à Djibouti, une base militaire, ce qu'elle n'avait jamais fait avant, et que ses intérêts sont en danger aussi si l'Éthiopie se déstabilise. Donc, c'est toujours ce même rapport. Est-Ouest, Chine, États-Unis, et le théâtre d'opération, c'est la Chine, et malheureusement l'Éthiopie aujourd'hui est en première ligne de ce grand jeu de cartes international. C'est ce que je pense être effectivement la raison pour laquelle les États-Unis interviennent. Et j'espère me tromper, mais je ne crois pas me tromper. Cette guerre qui a démarré risque de durer un certain temps parce que ce prix Nobel, qui méritait ce prix Nobel, risque d'être fragilisé avec tout un tas de disqualifications, tout un tas de diffamations le concernant qui vont finir par arriver, vous inquiétez pas. Donc malheureusement, effectivement, il a le soutien de son peuple, mais cette partition de 7% des territoires, il ne représente que 7% cette ethnie, risque de donner des idées à d'autres ethnies dans la région. Merci Gamal Avina. On va terminer avec vous, Luc Michel, sur une autre thématique. On parle cette fois-ci de nucléaire. Le guide suprême iranien qui reproche au président américain Joe Biden d'avoir les mêmes méthodes que son prédécesseur. Il affirme que le pays est prêt à reprendre les pourparlers sur le nucléaire, mais pas sous la pression occidentale. De quoi s'agit-il exactement, Luc Michel? C'est un beau sujet, Manuela, mais qui vient directement de vos deux sujets principaux. Avant de répondre à vos deux questions qui sont le nucléaire iranien et la politique de Joe Biden, je vais parler de géostratégie. Nous sommes donc entrés dans la guerre froide qui prépare la Troisième Guerre mondiale. Elle est caractérisée par le fait qu'elle va être celle des guerres asymétriques et des guerres par procuration et plus des guerres chaudes. Qu'est-ce que c'est la guerre asymétrique? Moi, je termine un livre de 350 pages là-dessus parce que la guerre asymétrique va être au cœur de la géopolitique du XXIe siècle. L'OTAN voit dans la guerre asymétrique le principal danger contre le bloc américano-occidental. Que dit-elle de la guerre asymétrique? C'est qu'elle est une révolution géostratégique. Il ne faut pas confondre la guerre asymétrique avec la guerre de guérilla. Et j'ai entendu sur un plateau d'Afrique Média il y a quelques jours dire que la guerre asymétrique, elle avait existé depuis tous les temps. C'est une erreur absolue. Jusque-là, la guerre était celle des guerres linéaires qu'on appelle les guerres de l'ère de Clausewitz. Clausewitz, c'est le général prussien qui a étudié les guerres de Napoléon au début du XIXe siècle et qui a inspiré tous les stratèges et tous les états-majors jusque précisément à la guerre asymétrique. Que dit Clausewitz? C'est que la guerre, elle est linéaire, elle est une montée aux extrêmes par la violence. Qu'est-ce que c'est la montée aux extrêmes? La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, elle commence par le bombardement de Londres et de Rotterdam, mais elle se termine par la destruction atomique d'Hiroshima
et de Nagasaki. C'est ça la montée de la violence aux extrêmes. La guerre de guérilla, c'est une dimension de la guerre linéaire. Par exemple, au Vietnam, la guérilla sud-vietnamienne, le Viet Minh, elle est sous les ordres de l'armée nord-vietnamienne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les armées de partisans soviétiques qui sont sur les arrières des lignes allemandes, elles sont sous le contrôle du grand état-major de l'armée soviétique. La guerre asymétrique, c'est terminé. C'est une guerre multidimensionnelle. C'est une guerre qui a des acteurs non étatiques, géopolitiques et d'influence. Mais surtout, c'est une guerre dans laquelle Clausewitz disait que la guerre, c'était la continuation de la politique. Lorsque la politique se termine, il y a la guerre. Dans la guerre asymétrique, la politique, c'est une dimension de la guerre asymétrique. Qu'est-ce que les Américains ne veulent pas? C'est que les grands acteurs de la guerre asymétrique, c'est la Russie, mais c'est surtout l'Iran. L'Iran, c'est à cela que je viens, excusez-moi de ce long détour, l'Iran, elle a décréé au Liban en 2006 la guerre asymétrique. Les Américains ne veulent pas qu'en plus d'être la championne de la guerre asymétrique avec la Russie, l'Iran devienne une puissance nucléaire. Nous en arrivons à la question du nucléaire iranien. On parle, avec les accords de Genève, du nucléaire civil iranien. L'Iran a dit que pour des raisons éthiques liées à la République islamique, il ne voulait pas de l'arme atomique qui est une arme immorale d'assassin, je les cite. L'Iran, il a donc basé sa dissuasion non pas sur l'arme nucléaire, mais sur les missiles balistiques intercontinentaux. Actuellement, l'Iran a des missiles balistiques qui peuvent frapper l'Europe, qui peuvent frapper Israël, etc., la Méditerranée et la mer Rouge. En 2015, ils ont signé avec Obama des accords qui, en garantissant aux Iraniens le nucléaire civil, leur interdisent le nucléaire militaire, ce dont ils ne veulent pas, je le répète. En échange, les Américains levaient les sanctions qui existent contre l'Iran depuis presque 20 ans et qui handicapent lourdement l'économie iranienne. En 2017, Donald Trump a retiré sa signature, il a violé les accords internationaux et il a renouvelé les sanctions. Voilà la question qui est en cause. Biden a dit, nous voulons revenir aux accords de Genève, mais dans la pratique, il fait tout pour ne pas y revenir. La politique de Biden internationale, c'est la continuation de la politique de Donald Trump, malgré tous les débats électoraux. Il faut savoir, lorsque Trump est arrivé au pouvoir en 2017, Stratfor, qui est le grand think tank du Pentagone, il a expliqué que Donald Trump n'allait pas révolutionner la politique internationale américaine, parce que cette politique internationale n'était pas définie par le président américain, mais par des commissions bipartisanes, démocrates républicaines, du Sénat et du Congrès des États-Unis, et par des instruments de lobby bipartisans, par exemple les vitrines légales de la CIA, ou les ONG de George Soros. George Soros qui n'a pas pris position. Il était opposé à Trump, par exemple, mais il a appliqué la politique de l'administration Trump internationale. Je vais vous donner un exemple, c'est en Afrique. En Afrique, la politique des Américains, elle est définie par un think tank qui s'appelle l'Atlantic Council. C'est lui qui désigne les conseillers nationaux à la sécurité des présidents américains, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, des gens comme Peter Pham ou Tibor Nagy, par exemple, et cela depuis Bush 2. Qu'est-ce que c'est le think tank Atlantic Council? Ce sont les patrons de la politique américaine sous Obama, sous Trump et maintenant sous Joe Biden. Biden, en fait, il a continué la politique de Trump internationale, que ce soit la politique israélienne, que ce soit la politique iranienne, que ce soit la politique anti-chinoise et avec Taïwan en mer de Chine, que ce soit la politique anti-russe en Asie centrale et en Europe centrale. Il faut donc comprendre cela. Biden, il révolutionne rien du tout. Il continue Trump, comme Trump continuait Obama, comme Obama continuait Bush 2. Les gens qui sont aux commandes, ce sont des gens qui ne sont pas pris dans les pièges de l'idéologie démocrate ou républicaine. Ce sont des gens qui, fondamentalement, font de la géopolitique pure les conditions de la puissance internationale des États-Unis
Et ces conditions, elles ont été définies depuis le début du 19e siècle, depuis que les États-Unis se sont portés candidats à la domination mondiale. La géopolitique américaine qui est encore appliquée aujourd'hui, elle a été fondée par des amiraux américains et britanniques au 19e siècle, des gens comme Spagman, comme Mahon, comme Mackinder, etc. La géopolitique, elle n'est pas née en Allemagne comme on le croit souvent, elle est née au 19e siècle en France et aux États-Unis. Et bien sûr, Sébastien Périmoni qui a partagé ce plateau avec nous. C'est la fin de cette autre édition de votre programme Géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, lorsqu'il sera exactement 14h, heure de N'Djamena et de Malabo, ce sera la première partie de votre programme, le débat panafricain sur Afrique Média. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.